Et là, cette année, ça devrait faire 4 millions de chiffre d'affaires. Et sortie de Covid, le vélo explose avec tout ce qu'on avait semé avant. Et Amazon était déjà live avec des avis. Et donc sur Amazon, on finit 2020 à 300 000 € de chiffre sur Amazon. Avec des ads quand même ou... Avec quasiment pas d'ads. Si on part des plus grosses dépenses à la plus faible, le plus gros c'est Amazon. Le budget number one c'est Amazon. 60% des gens vont aller sur Amazon pour voir quels sont les produits, quels sont les prix, les avis. Ils vont pas forcément acheter sur Amazon, mais une grande partie va le faire. Donc c'est colossal. C'est le moteur de recherche par excellence. Tu ne peux pas t'en passer. Ce qui va faire que les gens cliquent sur ton produit, c'est l'image, on l'a dit, ton prix, et ce sont tes avis. Tu connais les règles du jeu, tu sais qu'il y a des choses qui vont pas te plaire. Si t'es pas content, on n'y va pas, quoi. Salut Mickaël. Salut Étienne. Comment tu vas ? Ouais, pleine forme. Ravi de te recevoir dans ce podcast. Merci bien. Un petit moment que j'avais envie de faire un épisode avec toi. Mickaël, tu es fondateur et CEO de Shapeart. Shapeart qui est une marque d'accessoires pour smartphones destinée aux activités sportives et de mobilité. Ouais. Tu as un parcours assez long, parce que tu as commencé du coup avec une école de commerce, tu as été diplômé en 2009. Tu as eu plusieurs expériences qui ont contribué, j'imagine, à construire jusqu'à maintenant ce qui est Shapeart, dans le marketing, dans la vente, dans le sport notamment. Tu es d'ailleurs très sportif toi-même. Oui, c'est vrai. Et tu es aussi assez actif dans l'écosystème e-commerce, notamment sur LinkedIn. C'est là où je crois qu'on s'est rencontrés, comme pas mal de personnes qui viennent dans ce podcast d'ailleurs. Tu investis dans de nombreuses startups et aujourd'hui, du coup, eh bien, tu gères et tu fais grandir Shapeart, que tu as créé depuis maintenant un peu plus de 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et ton positionnement, il est assez intéressant puisque tu es en train de développer à fond ta marque sur Amazon. D'ailleurs, tu partages tout un tas de bonnes pratiques, de bonnes astuces, de conseils et plus largement de veille sur les sujets qui gravitent autour d'Amazon. Et je trouvais ça assez intéressant, ce positionnement-là, puisque c'est assez à contre-courant de ce qu'on peut voir. Il y a toute une mouvance direct-to-consumer et pas forcément passée par les marketplaces, etc. Et donc l'idée, c'est de faire un épisode sur décortiquer un peu les raisons, les arbitrages et les coulisses de pourquoi ce choix, ce que ça implique concrètement. Voilà, ce que je te propose, peut-être pour commencer, c'est de te laisser te présenter, si ça te va. Du coup, je m'appelle Mickaël Weiss, j'ai 37 ans, je suis papa de 3 enfants et je suis entrepreneur depuis quelques années, notamment depuis que j'ai cofondé Shapeart avec mon associé Antoine, il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Et avant Shapeart, j'ai eu une carrière de 7-8 ans aussi chez des équipementiers sportifs, marque de basket, foot, hand, rugby. Très sport co, hein. J'aime bien courir après un ballon. Et à côté de ça, j'ai toujours eu... alors, c'est pas vraiment des side business, c'est même pas des business, mais j'ai toujours eu à côté un vrai penchant pour la transmission sur le savoir. Donc, j'enseigne en école et dans des facs depuis 14-15 ans maintenant. Dès le départ, je l'ai fait. Et j'écris pas mal de choses sur LinkedIn, newsletter. J'étais blogueur aussi à l'époque. À l'époque des blogs, 2007, 2008. Sur quelle thématique ? Sur la thématique du marketing sportif. Analyser les résultats de boîte, les campagnes de pub, les collabs, les activations marketing, ce genre de sponsoring, ce genre de choses. Et non, il est toujours actif le blog ? Non, le blog, il est... Alors, j'en ai eu un premier, j'en ai eu un second en association avec quelqu'un, et le dernier, là, il s'est éteint il y a quelques semaines. Mais ouais, c'était assez gros. Hein. Trop bien. C'était assez gros. Donc, j'ai toujours eu ce truc de... à fond pour les marques. Je suis quelqu'un de produit, vraiment le produit physique. Ça a drivé tout mon parcours. Et à côté de ça, passer du temps à creuser les sujets, à partager beaucoup en écrivant. Donc ça a été le blog. Maintenant, c'est beaucoup sur LinkedIn et sur la newsletter. Voilà, c'est un peu ce que j'ai toujours fait. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est Shapeart ? Ouais, Shapeart, c'est tout simplement une entreprise qui a pour but de faire des produits simples, malins, bien foutus pour faciliter la mobilité. Donc dans la mobilité, on inclut vélo, trottinette, moto, scooter, overboard, tout ce qui peut arriver maintenant. Et la partie aussi running, même si elle est un peu plus sportive, on l'inclut dans la mobilité. Et l'idée, c'est... je dis de faire des accessoires simples, malins, faciles pour tout le monde. Et ça a commencé notamment avec le système que mon associé a créé et qu'on a breveté, qui est le support de téléphone magnétique, qui permet d'avoir en fait un accès très simple au téléphone dès qu'on est aussi en mouvement, en déplacement. Alors,
ça peut être faire une story quand on est en train de courir, ça peut être regarder son GPS en vélo. Si tu veux faire une danse sur TikTok pendant ton run, tu fais ce que tu... En fait, chacun profite de son téléphone comme il le veut, et ça vient de là, en fait, ça vient vraiment du téléphone. Et maintenant, on commence à décliner la gamme sur des lumières, sur ce genre d'accessoires. Qui est un vrai pain pour le coup. Moi qui cours pas mal, j'ai du coup un brassard avec un truc, une poche dedans qui se ferme à scratch. Et c'est l'enfer à chaque fois, je dois la sortir. Exactement. Ok, tu peux nous donner quelques chiffres pour constituer un petit peu l'entreprise aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc on l'a dit, ça a démarré donc il y a un peu plus de 8 ans. Et là, cette année, ça devrait faire 4 millions de chiffre d'affaires. Ok. Principalement online ou tu fais Non, alors on fait ce chiffre d'affaires, il va se faire à quasiment 60. Cette année, on va voir le mix, mais 65% cette année en B2B, vraiment en magasin. D'accord. Donc on a à peu près 5000 magasins revendeurs en Europe, okay. Que ce soit des Decathlon, des Intersport ou des magasins indépendants. Mm-hmm. Et les 35% restants, ça va être fait sur Amazon et sur notre site Shopify. Après, c'est toujours un peu dur de parler en chiffres ou en volume, il y a des gros écarts. Typiquement, en termes de marge, effectivement, le online, notamment Amazon, apporte beaucoup. Les magasins, les marges sont plus serrées, mais les volumes peuvent être vraiment conséquents. Ouais. Donc, c'est toujours un peu dur de parler même de chiffre d'affaires. Ouais, parce que faire 2,5 millions en B2B, est-ce que ça équivaut à faire 2,5 millions en B2C? Voilà, c'est les débats philosophiques qu'on peut avoir. Mais, est-ce que le B2C, D2C, du coup, exactement. équivaut au B2C Ouais, bah oui, c'est toujours... tu le vois, entre vendre un produit à 30 € en direct, ou tu vas le vendre entre 10 et 15 sur des magasins, ou des... voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, moi je dis souvent, voilà, on va faire 4 millions cette année et à peu près 240-250 000 produits vendus. Ok. L'équipe est structurée structurée comment dans les grandes lignes? Alors dans les grandes lignes, on a deux associés, Antoine et moi-même. Antoine fait une grosse partie production, produit, admin, process, où il est extrêmement fort là-dessus. Et il est aussi assez actif sur la partie marketing. Ça fait partie des les rares ingénieurs qui sont capables d'avoir un œil, une DA, donc on en profite à fond. Et moi, je vais gérer toute la partie sales, que ce soit offline ou online. En gros, je vends. Donc toute l'acquisition, les relations avec les magasins, les distributeurs. Et après, on a 2 personnes à temps plein avec nous. Une personne qui va s'occuper de toute la partie e-commerce. Donc, on a une personne à temps plein sur notre Shopify. On avait pris un peu de retard, donc on est en train de le rattraper. Et après, on a maintenant une personne qui va être sur toute la partie création de contenu, que ce soit pour les réseaux sociaux, mais surtout pour les ads, pour toute la partie acquisition méta, qui reste un vecteur très important pour nous. Où là, il faut envoyer, tu connais bien, il faut envoyer du contenu, il faut envoyer de la... Donc ça, c'est vraiment une équipe de 4 personnes, et chacun des 2 employés sont assistés par stagiaires ou alternants. Donc c'est vraiment une petite équipe, et tout le reste c'est automatisé. Ok, super lean du coup comme structure. Hyper lean, mais c'est... Alors déjà, c'est un peu notre ADN en tant que personne. On est très pragmatique. La marque, ça nous ressemble beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à faire un storytelling de fou. Non, on vend un produit qui est simple, pratique, efficace. Ce qui nous dessert de temps en temps. Il faudrait qu'on en mette un peu plus. Mais c'est vrai que c'est pas le sujet sur lequel on est le plus fort. Donc on est très pragmatique. Donc la boîte est très lean. Et après, l'autre sujet, c'est que quand tu vends des produits à 30 ou 40 €, 1 centime, c'est 1 centime, quoi. Bien sûr. Tu le vois vite sur la marge. Tu peux nous raconter un petit peu comment Shapeheart est né? Ouais, tout à fait. Shapeheart, c'est... donc je disais en présentation que j'avais... sur mon parcours chez les marques, les équipementiers sportifs, j'avais aussi donc mon site internet, le blog, qui marchait très bien. Et en gros, c'est un site qui générait à peu près 100 000 de chiffre d'affaires en publicité, en partenariat. Et en gros, je suis venu, je montais sur Paris pour vendre une presta à des agences. Et il y a un mec d'agence qui m'a dit tiens, va voir Antoine, là, il se lance dans un projet de brassard de sport, mais il ne connaît pas toute la partie commercialisation, marketing, tout ça. Toi, ça fait 6-7 ans que tu es là-dedans. Va voir si tu peux lui filer un coup de main.
Moi, je suis ouais, pas de souci, je décale mon train, je passe par l'incubateur où ils étaient à l'époque. Antoine était au Tremplin, l'incubateur sport de la ville de Paris. Ok. On se voit, donc ça c'est fin 2016, on se voit et Antoine c'était son projet de fin d'études. Il bossait sur un brassard de running avec un capteur de fréquence cardiaque intégré. Bien. Et ce côté magnétique et en gros il me montre un proto qui n'en était à peine un. C'était genre, je pense que c'était vraiment, même le capteur il n'y avait rien, il y avait pas encore, ça fonctionnait pas encore très bien, ça fonctionnait même pas. Et le brassard, le côté magnétique, il y avait une idée, il y avait un proto, il y avait un truc mais c'était pas opérationnel. Et moi, je me dis, ouais, ok, je vais. Ouais, je suis prêt, je mets un petit billet. J'avais pas grand chose, mais je mets un petit billet et puis je donne 2 ou 3 jours par mois pour vous aider, machin et tout. Et en fait, 2 mois après, il me rappelle et il me dit, est-ce que tu peux venir sur Paris? On se voit une journée et à la fin de la journée, on s'associe. Ok. Genre, ça s'est fait, on s'est vu le lundi. Mercredi soir, il m'envoie une propale. Et le vendredi, j'avais pris une chambre chez l'habitant à Paris pour débarquer, alors que j'étais avec ma compagne, on était dans la région lyonnaise. Okay. Tu sais pas pourquoi, tu vois, c'est débile en soi. Ça n'a aucun sens. Match on l'a bien senti, quoi. Ouais. On l'a bien senti. Et combien de temps entre le moment où du coup tu lui files un coup de main au début et le moment où vous associez? Non, du coup, j'ai même pas eu le temps de lui filer un coup de main. Parce que le coup de main allait démarrer quand le produit serait là. D'accord. Et vu qu'il n'y avait pas de produit, il n'y avait pas de coup de main à donner, tu vois. Et donc en fait, ça me dit, est-ce que tu veux t'associer? Et je suis ouais. Trop bien. Genre, et c'était aussi débile qu'impromptu que la meilleure décision de ma vie. Et après, on a fait les choses bien, c'est-à-dire qu'on s'était laissé 6 mois de vesting en mode on bosse 6 mois ensemble. Ouais. Au bout de 6 mois, soit tu rentres au capital, soit merci, au revoir, il me file un petit défraiement et puis on n'en parle plus. Et en fait, au bout de 3 mois, je suis rentré au capital, j'ai fait rentrer mes 2 meilleurs potes aussi, machin. Bon, voilà. Ça s'est fait hyper vite et ça fait. Du coup, c'était en janvier 2017. Donc ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Très belle histoire. Très cool. Et je savais pas que le produit en question, depuis, on l'a arrêté. Ouais. Ah, ok. ouais. Et non, je pense que si j'avais réalisé, si j'avais su à l'époque, jamais je l'aurais fait. Enfin, c'est beaucoup trop débile comme décision, mais parfois c'est comme ça. Parfois c'est juste intuitif. C'était au feeling. C'est des bonnes décisions. Au départ, c'est quoi vos canaux de croissance? Comment vous faites pour faire découvrir le produit, pour vendre, pour faire les premiers euros de chiffre d'affaires? Ouais, en fait, on se dit, le premier truc, c'est, moi je venais de marques qui étaient installées, je connaissais déjà pas mal de monde en distribution, et je me suis dit, en fait, on va aller les vendre en magasin. Okay. Évidemment, on va aller contacter les magasins et puis on va les vendre. Et en même temps, je venais de marques assez installées où vendre en direct n'était pas encore... c'était pas quelque chose de très poussé parce que pour eux, ça faisait de la concurrence au magasin. Ouais. Et c'était une grosse frustration pour moi qui était de cette génération-là. On disait, mais on n'a pas de... Comment c'est possible de ne pas avoir un site en direct? Faut arrêter de penser que ça cannibalise ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, dès le départ, on s'est dit, OK, notre site e-commerce, les magasins, et on a branché Amazon aussi directement. Au tout début? Au tout début, okay. Mais dans une optique de se dire, ce sera juste une vitrine, en se disant, sur l'e-commerce, les avis clients, c'est bullshit. Et c'était dans cette mouvance-là, 2018, 2019, il y avait quand même beaucoup les faux avis, il y avait pas mal de... Il n'y avait pas encore tous les Trustpilot Ça démarrait tout juste. Okay. En vrai, ça démarrait tout juste. Et du coup, on s'est dit, non, mais en fait, Amazon, on ne peut pas trop tricher sur les avis clients. Donc, ça va être une super vitrine. On va pouvoir, ça va être un vecteur de plus pour affirmer notre crédibilité, quoi. Et ça, je fais une petite digression, mais tu penses que les consommateurs savent ça, que justement Amazon est pour le coup très objectif sur les avis? Je sais pas si le consommateur le savent. Je pense qu'ils ont quand même un peu plus confiance en les avis d'Amazon qu'un avis d'un site lambda qui n'existe pas trop. Que tu peux trafiquer très facilement. On les voit très vite. Mais après, c'était surtout un moyen pour moi de démarcher en B2B. Par exemple, regardez sur Amazon, on est hyper bien noté. Parce que si je viens regarder sur mon site les bonnes notes, c'est un peu grillé, quoi. Et besoin d'avoir une présence online pour vendre pour être distribué en retail? Ouais, notamment à l'étranger. Okay. Notamment à l'étranger. En fait, un magasin en direct, un petit magasin indépendant peut avoir des réticences à ça, en se disant,
Ouais, mais tu vends sur Internet, tu me fais de la concurrence. Par contre, le niveau au-dessus, les grosses chaînes de magasins ou les importateurs, tu vois, les grossistes, eux, la présence online, c'est dire, ok, en fait, c'est dire que tu vends et que le produit est bon. Et donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un plus. Ok. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a signé en Allemagne 2019. On signe notre premier distributeur en Allemagne là-bas. Parce qu'on avait déjà quelques avis et ça nous a aidé, ouais, beaucoup. Donc vous lancez le online très vite? Ouais, direct. Ok. Direct. Mais sans avoir aucune connaissance. On se posait pas toutes ces questions d'acquisition. Enfin, ça a vraiment évolué énormément au fil des années. Si on fait un petit fast-forward, toute l'histoire m'intéresse, Ouais. et ce qui m'intéresse, c'est aussi surtout le aujourd'hui, parce que ça a Ouais. beaucoup évolué depuis. Tout à fait. Et si on parle du coup de Shapehart aujourd'hui, c'est quoi donc tu nous le disais tout à l'heure, tu as 35% à peu près de online, 65% en retail, donc B2B, distribution magasin. Oui. Sur ces 35%, tu as une partie Amazon, une partie online. Ouais. On a bien rattrapé le coup. Là, on est sur du 80-20, 80% Amazon, 20% Shopify. Ok. Et encore, on rattrape le coup. Ok. Shopify grossit très bien cette année. Ce qui est un peu le but, c'est de stabiliser Amazon et que Shopify rattrape son retard. Parce que, alors je vais spoiler là, mais parce que plafond sur Amazon ou parce que tu veux juste diversifier Non, parce que il faut diversifier le portefeuille client. Ouais. On est Amazon, c'est quand même, je trouve que c'est une plateforme qui est incroyable, mais il y a énormément de défauts aussi. Hein. Tu es à la merci d'Amazon qui demain veut augmenter les frais, tu ne peux rien faire. Ouais. Si demain la commission passe de 15 à 17%, bah tu peux pas dire. Elle passe de 15 à 17%. Elle passe de 15 à 17%. Ça c'est une phrase que je ressors souvent, hein, mais Jeff Bezos il a dit votre marge est mon opportunité. Oui. Donc ils connaissent les chiffres, ils savent. Donc tout ce qu'ils peuvent gratter, ils le gratteront. J'avais entendu, j'ai pas mal de potes qui avaient bossé chez Amazon et du coup, par extension, j'ai eu des retours un peu sur comment les négociations se faisaient. Alors tu dois savoir bien mieux que moi. Mais apparemment, ils sont vraiment très très bons à connaître en gros les tarifs appliqués par industrie. Je crois qu'ils ont même des personnes qui sont par catégorie et qui savent. Ah oui. Et du coup, c'est super dur d'arriver à tirer la couette de ton côté, quoi. Ah oui, non, mais ils connaissent tout. Ouais. Ils ont un benchmark incroyable et ils sont extrêmement durs en négo. Là, cette année encore plus. Sur les gros groupes, là, ils sont en train de finaliser les négociations pour 2025, tu vois, au bout de 6 mois. Ouais. Donc, non, ils sont très, très agressifs sur les négos. Ils n'ont aucun problème à couper les comptes quand il faut négocier. Ils ont, Ah ouais. Donc, et encore, tu négocies quand tu es sur la partie, on pourra y venir, hein, quand tu es sur la partie vraiment vendor, donc tu es acheté par Amazon, revendu par Amazon. Ouais. Quand tu es sur la marketplace, je ne sais pas si c'est mieux ou pire, mais tu peux même pas discuter. Tu n'as rien à négocier. Il y a une grille, tu t'inscris pas. T'es pas OK avec les règles du jeu, bah viens pas jouer et voilà. Donc c'est pour ça que je suis toujours un peu on est toujours un peu entre deux chaises avec Amazon, c'est-à-dire qu'à la fois c'est love and hate, quoi. Ouais, c'est ça, mais tu connais les règles du jeu, tu sais qu'il y a des choses qui vont pas te plaire. Ouais. Bah, si t'es pas content, on n'y va pas, quoi. Je te rassure, c'est la même chose avec Meta. Hein, mais c'est la même chose avec Google, c'est la même chose avec Meta. Quand Meta parle de son agent et maintenant vous allez nous donner les budgets, on va tout faire pour vous et on vous donner juste un objectif de renta. J'ai des souvenirs en 2016-2017 quand j'ai commencé chez Google. Enfin, j'ai commencé en 2016, mais en 2017 où moi je travaillais avec des agences. Et en fait, à cette époque, c'était ils ont passé en fait de tout ce qui est enchères manuelles. Les algos, ils les ont fait évoluer vers des enchères automatiques. Donc c'est là où tu as le CPA cible, ROAS cible, ce genre de choses qui n'existaient pas avant, qui avaient vu le jour. Et donc nous, notre mission, c'était d'aller faire de l'évangélisation pour expliquer aux agences globalement que leur métier changeait, tu vois. Et en fait, tu avais vraiment deux types de réponses. Tu avais les personnes qui étaient en mode « Ah, trop bien, opportunité, on va faire évoluer l'agence », et d'autres qui étaient en mode menace de ouf pour nos emplois, et du coup très réfractaires. Et en fait, je me souviens, tu as des agences qui ont gardé cette position pendant des années en disant « Non, nous, on est des artisans, on est des orfèvres, on fait ça à la mano, etc. » Et en fait, j'ai envie de dire que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, le marché, c'est 100% d'enchères automatiques. Donc, entre guillemets, ils prennent une décision... Que tu le veuilles ou pas, ils vont y arriver. Oui, et puis tu pourras pas gagner. Bah oui, clairement. Tu peux pas gagner. Donc, ok, donc Amazon majoritaire et du coup D2C, mais tu rattrapes. Enfin, cette année, ça remonte. L'objectif, c'est d'équilibrer. On n'y arrivera jamais. Ok. On n'y arrivera jamais. Amazon restera devant, tu penses? Ouais, je pense. Ouais. Okay. Notamment pour des questions d'export à l'étranger. C'est imbattable. C'est quoi vos sources d'acquisition principales? Source d'acquisition, donc on a alors en budget, si on part des plus grosses dépenses à la plus faible,
Le plus gros, c'est Amazon. Ok. Le budget number one, c'est Amazon. Ads, du coup. Ouais, Amazon Ads. Ouais. Est-ce que c'est vraiment de l'acquisition Enfin, c'est un peu difficile à catégoriser puisque il y a une partie qui est vraiment c'est intra Amazon, c'est dans la plateforme et ça fait de la conversion pour le moteur de recherche et compagnie. Et il y a quand même une partie où faire de la pub sur Amazon te permet de te faire connaître et que les gens achètent en dehors de la plateforme. En direct, ouais. Il faudrait retraiter un peu ce montant, mais on va dire Amazon, c'est le budget numéro 1. Juste derrière, on a Meta. Ok. Puisqu'on a nos produits best-sellers sont des supports téléphones magnétiques. Et donc le côté magnétique à montrer en statique, c'est pas évident, ou juste à expliquer avec des mots, c'est impossible. Il faut des vidéos. Il faut des vidéos. Donc on fait beaucoup de Meta. On dépense sur Meta, on va être autour de lycée sur l'année, on est un peu plus de 30 000 euros par mois. Ok. Peut-être même là en ce moment on est sur même un peu plus que ça. Ok. Donc ça commence à, c'est pas incroyable, mais ça commence à devenir correct comme budget. On a ensuite en numéro 2 Google, en numéro 3 pardon Google. Ok. Google, on a fortement baissé depuis bientôt 1 an. Ok. Et ça n'a strictement rien changé. Non, mais on fait pas moins. Ça a juste amélioré notre renta. Ok. Intéressant. En fait, Tu saurais l'expliquer ou... Bah, pour moi, on l'utilise, c'est presque que du retargeting, quoi. Ok. Google Shopping, évidemment, Ouais. mais beaucoup de retargeting. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à augmenter les budgets Google si on augmente les budgets Meta. Sinon, on n'y arrive pas. Ok. Donc ça contribue pas à l'acquisition, quoi. Non. Dès qu'on a essayé d'augmenter Google sans toucher au reste, les perfs se cassent la gueule, mais instant. Donc dommage qu'on parle d'Amazon aujourd'hui parce que j'aurais plein de questions sur ce ouais, sujet-là. Mais vraiment, l'acquisition, c'est un sujet qu'on a beaucoup creusé. Mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi, je pense, moi je le vois à mon échelle, mais il y a un peu un shift de marché ou une prise de conscience sur un peu l'hégémonie Google où c'était performance, les ROAS sont les meilleurs, etc. Je pense qu'il y a de plus en plus de marques qui commencent à comprendre qu'en fait, les chiffres plateforme ne sont pas forcément les chiffres back-end, tu vois. J'adorais avoir les chiffres plateforme en vrai. Voilà. Et du coup, quand tu commences à intégrer des mécaniques de tracking, de mesures qui te permettent d'identifier ça, bah, je pense que tu vois, mécaniquement, tu te dis, ok, je vais peut-être essayer d'aller mettre mon budget un peu à d'autres endroits parce que Google, finalement, ça contribue à de la perf, mais est-ce que j'aurais pas fait ces ventes sans eux, quoi. Parce que ce que tu dis illustre ça, tu vois. Ouais, exactement. Et ensuite, donc Amazon, Meta, Google. Ensuite, on a Influence et TikTok. Donc, historiquement, Influence était devant. Créateurs de contenu, YouTube, notamment sur la moto. Il y a une grosse communauté, c'est très identitaire, c'est très communautaire, donc c'est assez facile. Ce qui est beaucoup plus dur sur les univers du vélo, où là, c'est lifestyle, tout le monde peut être concerné. Et le running, nous, on s'adresse aux débutants. Et en fait, il n'y a aucun influenceur qui veut être influenceur débutant. Et, voilà. Donc, bah oui, c'est... Pas con. Oui, bah, c'est pour ça. Donc là, il y a une niche. Hein, si quelqu'un veut se lancer... Accepter d'être influenceur, voilà, coureur de vite. Le loser de running. Il y a un vrai, Et du coup, le dernier, c'est TikTok, qui là est en train de prendre du poids. On a fait des petits tests. Alors, je sais pas en ads, hein, pardon. En ads, vraiment TikTok ads. Je ne sais pas si on l'avait mal fait, si le tracking n'était pas bon, si la plateforme à l'époque n'était pas bonne. J'avais testé il y a 1 an et demi, 2 ans. Rien. L'algo s'améliore de mois en mois. Ouais. Ils sont de plus en plus vraiment, performants. on n'avait rien. Et là, on a relancé depuis avril. Et là, on a des perfs qui sont très très sympas. Trop cool. Grosso modo, on arrive à avoir des CPM divisés par 4 par rapport à Meta. Ouais. C'est souvent ça, c'est 3-4. Et par contre, ça ne se traduit pas spécialement en CPC. En CPC, on est plutôt sur 20% moins cher. Donc, tu vois, il y a quand même y a un gros gap entre ton impression et vraiment la qualité derrière. Mais on a fait des petites OP avec des Spark, des posts sponsorisés, où sur 2-3 jours, on arrive à avoir des perfs vraiment sympas. Trop bien. Si on revient sur Amazon, donc tu disais depuis le début, Amazon a fait partie de votre stratégie. Tout à fait. Day One. À quel moment vous avez envisagé du coup d'accélérer à ce point-là pour switch. que ça devienne c'était quoi le déclic en fait, à quel moment tu t'es dit... En gros, c'est 2020. On commence à faire
Donc de 2019, comme tout le monde, 2017, 2018, 2019, c'est les 3 premières années, on galère, on fait 100 000, 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires, on trouve pas les bons produits, on faisait que du running. Et fin 2019, on lance le vélo. Il y a des grèves fin 2019, ça nous booste bien, parce que plus de bus, plus de métro, faut prendre le vélo, même en hiver. Ensuite, début avant Covid, on sent qu'il y a un bel engouement. Le Covid arrive, on est à l'arrêt, la boîte, plus rien. Et sortie de Covid, le vélo explose avec tout ce qu'on avait semé avant. Et Amazon était déjà live avec des avis. Et donc sur Amazon, on finit 2020 à 300 000 euros de chiffre sur Amazon. Et on se dit, attends, quand même, sur un... Avec des ads quand même ou... Avec quasiment pas d'ads. Ok. Donc traction organique quoi. Beaucoup de traction organique. Et on se dit, attends, on envoie 100% de notre trafic sur notre site. On communique pas spécialement fort sur Amazon. Il faut creuser. Ouais. Et donc là, j'ai commencé vraiment à me replonger à fond dedans. J'avais une bonne connaissance sur les fiches produits, ce genre de choses, moins sur les techniques vraiment pures d'ads et donc là, je m'y suis remis à fond fin 2020 et c'est là où Amazon a vraiment pris de l'ampleur. Et c'est très honnêtement, c'est quand on a vraiment accéléré en ads que ça s'est matérialisé. Il y a quand même une vraie corrélation entre l'incrément des budgets ads sur Amazon et les perfs qu'on a eu sur la marketplace. Ouais. Et alors quand tu te dis ok, on se lance sur Amazon, on prend le sujet Amazon au sérieux, à bras le corps, on investit dessus autant en ads qu'en ressources internes, j'imagine. Qu'est-ce que ça change dans ton orga? Comment tu t'organises, au niveau des équipes, au niveau de tes produits? Est-ce que ça a un impact sur le packaging, le marketing, la communication, tout ça? Alors, sur cette phase, il y a eu 2 temps. Il y a la phase d'accélération. Ouais. Pas spécialement. La phase d'accélération, c'est vraiment moi qui l'ai porté. Moi, j'ai mangé du Amazon sur des formations. On avait un club de vendeurs francophones Amazon. Aussi trouver les outils, les forums, vraiment. Il y a de la bonne veille en France ou faut aller chercher plutôt non, aux US, c'est les UK, US. Ouais. C'est les US. Un peu comme les ads. Ouais. Et donc du coup, cette phase-là, c'est vraiment moi qui l'ai portée. Là où ça a changé, c'est qu'on a commencé à mettre des boutons, voir sur Amazon, sur notre propre site. Ok. Ça, on l'a fait pendant fin 2020, 21, 22. Au niveau du checkout, de la page produit? De la page produit. Ok. Tu avais ajouté au panier ou voir sur Amazon. Intéressant. Ouais, parce qu'en fait, on commençait à avoir beaucoup d'avis sur Amazon, des super notes. Et donc on a joué le jeu là-dessus. Et donc, ça a été sur cette phase-là, il y a eu ce sujet-là. Côté RH, c'est plutôt moi qui l'ai pris. C'était pas si compliqué que ça à gérer. Sur la partie online, Shopify, c'est vraiment cette partie-là qu'on a fait. Là où c'est toujours là où il y a une vraie orga à avoir, c'est sur la gestion des stocks. Qui tu vas prioriser entre ton B2B, ton Shopify et Amazon. Parce qu'on était, donc 2020, on fait 1 million, 2021, on fait 2,3 millions, je crois. 2022, on fait 3 millions. Donc, tu vois, on a une grosse accélération sur ces 2 années-là. Sur les 3 années, pardon. Et donc, forcément, on était à court de produits, il y avait toujours des ruptures. Et comment tu alloues ton stock? Et là, ça fait partie des sujets qui sont un peu délicats parce que sur Amazon, une des règles d'or, c'est ne jamais tomber en rupture. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu tombes en rupture, donc il n'y a plus de vente et donc dans l'algo, dans le ranking, tu vas baisser. Amazon, c'est un moteur de recherche. Ouais. Donc en gros, plus tu vends, plus tu vas apparaître haut dans la page. Plus tu apparais haut dans la page, plus tu as de vente organique. Et donc si tu es en rupture, tu descends. Tu descends. Et quand le stock revient, pour remonter dans l'algo, soit tu es vraiment trop fort, tu es là depuis des années, tu as 30 000 avis et tu vas revenir assez vite. Soit tu es un peu comme nous à l'époque, tu es dans le top 10, mais tu n'es pas numéro 1. Tu es plutôt, tu es 7, 8. Là, pour revenir, il faut remettre de l'investissement. Comme quand tu arrêtes le sport pendant un mois que tu t'y remets. C'est exactement pareil. Je suis en plein dedans. Non, mais c'est exactement ça. Donc, tu sais que ça va revenir. Mais cet effort-là pour revenir, il est un peu plus conséquent. Donc, ça, c'est vraiment... Ça fait partie des sujets qui sont difficiles. Et encore, nous, à notre échelle, 4 personnes, c'est facile. Moi, je peux avoir des petites discussions avec mon associé pour lui expliquer. Et lui, il me challenge, il fait l'avocat du diable et on arbitre.
Mais et puis tu vois, pareil, un magasin peut se dire attends, moi tu peux pas me livrer, par contre tu les as sur Amazon. Tu vois, donc faut vraiment faire des choix stratégiques. Donc faut vraiment faire des choix stratégiques. Et imagine si tu as une structure beaucoup plus complexe avec 30, 50, 100 personnes et tu vas dire à tes commerciaux B2B bah non, là t'as pas de stock, c'est le online qui les prend. Ouais, mais moi mes coms et mes primes de fin d'année. Enfin, je fais pas mon chiffre parce que tu me livres pas. Politiquement, c'est compliqué quand même. En fait, ça veut dire que tes primes et tes objectifs, tu peux pas les siloter, tu peux pas les mettre vraiment par verticale et isoler et se dire non, le commercial c'est un sujet, le commercial B2B et le online c'en est un autre. Non, faut que ça bosse ensemble. Et ça fait partie de cette intégration vraiment très omnicanal. Nous, on se pose plus trop ces questions parce qu'on l'a fait dès le départ. Et donc, on arbitre. Moi, je le fais encore très régulièrement. Nous, on a toujours donné la priorité au magasin. Magasin numéro 1, Amazon numéro 2, notre site en numéro 3. Voilà. Ça a toujours été ça, mais ça a toujours été le magasin numéro 1. Toujours. Et donc, il y a eu des moments où vous avez dû justement arbitrer Amazon site où tu dis oui, bien sûr. Ah oui, il y a des moments où on a mis le... Ah ouais, et je vais être très honnête, quand on met le site en rupture, je le dis à tout le monde. Moi, j'appelle tous mes distributeurs, les magasins, et je dis, regardez, quand on dit qu'on est fait pour les magasins, que c'est de la priorité, je ne suis pas en train de vous prendre pour un con. Regardez, on a mis le site en rupture, alors qu'on vous livre. Donc ça, c'est, tu vois, gage de bonne foi, quoi. Bah ouais, je leur montre. Alors, ça va dans mon sens, évidemment. Il y a un petit côté démago, je veux bien, mais n'empêche que c'est la réalité quand même. Et ça c'est le sujet, c'est l'allocation des ressources. Et pareil... tu vois, t'as un nouveau produit qui arrive, faire les visuels, tous les assets visuels, t'as pas tout à fait les mêmes assets sur ton site que sur Amazon. Donc si t'as l'expérience, t'arrives à tout faire en même temps, mais n'empêche que qui tu mets en ligne avant, comment tu gères... T'es obligé d'avoir une hiérarchisation. Faut quand même prioriser. Quand tu vas faire ton lancement sur Amazon, c'est quand même bien d'avoir des produits en avance pour pouvoir faire les premiers avis clients, ce genre de choses. Même, c'est-à-dire que la supply, elle doit un peu anticiper ça, tu vois. Parce que sinon, ton lancement, il va se faire un mois avant en magasin, le temps de recevoir les produits, de les mettre en stock chez Amazon, de faire tester. Donc en fait, il y a quand même une mécanique à anticiper. Et alors, comment tu fais justement comment vous faites pour arbitrer dans ces cas de figure? C'est quoi la mécanique? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est quand la question se pose? Non, maintenant, on est sur des croissances qui sont plus... tu vois, quand tu fais un x2, plus d'un x2, tu es un peu en galère. Là, quand on est sur des croissances à 15-20%, ça se gère. On évite quand même beaucoup les ruptures. On évite de faire de l'avion. On fait moins de... Je crois que cette année, on fait moins de 3% d'avion sur nos prods. Donc, on est moins confronté à ça. Non, en fait, très honnêtement... On arbitre au cas par cas, c'est-à-dire que si j'ai de la rupture, je vais voir aussi quel est le stock tampon chez mes distributeurs, quel est le stock tampon chez Amazon. Voilà, j'analyse au cas par cas pour essayer de satisfaire tout le monde. Mais s'il n'y a pas on va dire un compromis, le premier qui va sauter, c'est le site. Le premier qui va sauter, c'est le site. Le site, c'est nous, on assume. Amazon, les revendeurs, ce sont des clients, donc il y a une qualité de service à avoir. Donc, mais voilà, de toute façon, ce sera magasin numéro 1, Amazon numéro 2 et le reste en 3. Est-ce que c'est compatible, du coup, une stratégie Amazon avec une stratégie direct to consumer, si on reste sur la partie online? Je pense que c'est compatible, je pense que c'est nécessairement compatible. En fait, on le voit, c'est-à-dire que j'allais sortir le e-commerce, il a changé, comme dit notre ami Kylian. Et la réalité, elle est là, c'est-à-dire que les recherches produits sur certaines catégories, par exemple dans l'hygiène, beauté, santé, 60% des recherches vont passer par Amazon. Ok, intéressant, j'avais pas cette stat. Tu cherches une crème, un stick solaire, 60% des gens vont aller sur Amazon pour voir quels sont les produits, quels sont les prix, les avis. Ils vont pas forcément acheter sur Amazon, mais une grande partie va le faire. Donc c'est colossal. En fait, tu ne peux pas te passer. C'est le moteur de recherche par excellence. Tu ne peux pas t'en passer. Et tu vois, là, on est début juin. Il y a Nike qui vient d'annoncer son retour sur Amazon. Ouais, j'ai vu. C'est toi qui as passé les choses. J'ai posté là-dessus. Et tu vois, moi, c'est une marque que je suis du coup depuis plus de 15 ans.
Parce qu'ils y étaient, ils sont partis et ils reviennent, c'est Ils ça y étaient, ils sont partis, et après ils ont fait toute une stratégie D2C en disant bah non, mais la vérité c'est le D2C, et l'objectif c'est d'avoir 60 ou 70% du chiffre d'affaires en D2C parce que on va contrôler la data, on va contrôler les marges, on va contrôler les prix, on va contrôler notre image. Ouais, mais ils ont ça y est. Ouais. Stop. Là, ils sont en train de. Le chiffre est un peu en baisse, les marges sont en baisse. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Première décision, on revient sur Amazon. Deuxième décision, on assouplit les conditions de travail et de négociation commerciale avec nos distributeurs. Mais en fait, tout le monde y vient. Donc, est-ce que c'est bien, pas bien? C'est pas, en fait, le sujet, il n'est même pas là. Tu as un mastodonte qui est présent. Bah en fait, tu peux jouer sans, mais c'est comme. C'est bête, quoi. Bah, il y a un moment, sois malin. Voilà, tu t'handicapes. Donc, reste le plus diversifié possible, évidemment. Nous, on est. Amazon pèse peut-être un peu trop gros dans notre portefeuille produit, mais c'est comme si demain je te dis ah ouais, mais en fait, je suis pas d'accord avec la politique ou j'aime pas les opinions personnelles de Zuckerberg, je vais pas sur Meta. Ouais, ok, si tu veux. Mais en fait, on va faire toute ton acquisition sur TikTok et Snapchat quand même. Ouais, et puis du coup, du coup, on peut en parler aussi, tu vois, philosophiquement, sur TikTok, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, j'en sais rien. Mais tu vois, genre, il y a un moment, c'est les règles du jeu. Si tes convictions sont tellement fortes que tu arrives à jouer sans, franchement, bravo. Moi, j'ai pas la prétention de savoir jouer sans Amazon ou sans Meta. Tu penses qu'il y a des marques aujourd'hui qui peuvent, ou plutôt, je pose la question dans l'autre sens, est-ce que tu penses qu'il y a des marques qui n'ont pas intérêt à aller sur Amazon? Oui, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Quel type? Bah, Amazon, encore une fois, c'est un moteur de recherche. Donc, si tu as des produits qui sont très novateurs, qui n'existent pas vraiment en soi, où les gens ne savent, tu vas pas être associé à un mot-clé. Nous, tu tapes support téléphone vélo. Support téléphone vélo, ça fait partie des mots-clés, ou porte-téléphone smartphone, ou ce que tu veux. C'est très identifié, tu sais ce que tu veux. Brassard running, brassard course à pied, c'est très identifié. Tu tapes dans Amazon, il y a 20 milliards de produits qui sortent. Très bien. Tu tapes... qu'est-ce que j'ai vu récemment? Je sais pas, des masques anti-pollution pour le pollen, pour machin. Les gens connaissent pas trop l'usage, il n'y a rien qui sort. En fait, si les gens ne tapent pas ton mot-clé dans Amazon, tu feras pas de vente. Comme Google, finalement. C'est la même chose. C'est un moteur de recherche. Où là, j'ai une boîte sur la lumière rouge. La lumière rouge, ça a plein d'effets bénéfiques pour les boutons, pour la récupération, pour ce que tu veux. En fait, ça fait tellement de choses que comment tu rentres pas par ça dans Amazon? Il n'y a pas. Il n'y a pas de mots-clés dédiés à ça. Donc, tu es bloqué. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est sur des produits qui sont extrêmement compliqués à gérer d'un point de vue logistique. Tu es une marque de chocolat, Amazon, c'est une tannée. Tu peux faire des belles choses, mais c'est une tannée. T'as pas le droit ils prennent pas tes produits entre mars et septembre, parce qu'ils peuvent pas gérer, ils ont du mal à gérer. Ou, je sais pas moi, tu as des produits en verre hyper fragiles, ou des produits surdimensionnés. Là, ça va te coûter hyper cher d'aller sur Amazon. Genre des pianos, par exemple. Pianos, ne serait-ce que des matelas qui sont pas roulés. Tu vois, ce genre de choses. Donc, il y a quand même des cas de figure où Amazon n'est pas évident. Si tes marges sont pas bonnes. Parce qu'Amazon, c'est pas gratuit. Amazon, c'est pas gratuit et ça coûte beaucoup plus que ce que les gens peuvent penser. C'est quoi en moyenne les marges qui te prennent, les coms qui te prennent? En gros, Amazon, ils ont une com de 15%. Sur ton TTC et non ton hors-taxe. C'est les petits détails, tu vois. Smart. Non, mais c'est parce que c'est américain, tu vois. Les taxes, ça... Ils comprennent pas. Après, tu as les frais d'expédition qui sont très compétitifs, dans 99% plus compétitifs que ce que toi, tu es capable de faire avec ton logisticien. Mais n'empêche que c'est des frais en plus. Tu as les frais de stockage. Généralement, tu peux partir sur un 5%. Tu as tous les frais un peu cachés, des pénalités, quand tu ne respectes pas les cahiers des charges, ce genre de choses. Donc en fait, ça c'est la première partie. Et après, tu as la partie pub. Parce que maintenant, si tu fais pas de pub sur Amazon, c'est pas facile. Il faut vraiment être une marque très très costaud pour pas faire de pub. Donc en fait, tu peux très vite arriver sur 40, un bon 40% à lâcher à Amazon, quoi. Les frais pub, du coup, sur les frais Amazon pur et dur, hors pub, t'as quoi? T'as 20%? Ouais, c'est ça, t'as 20-25%. Et sur la pub, du coup, toi, tu dis 15%, ça? Ouais, c'est dur de... les très grosses marques arrivent à être autour de 10. Ok, de coût d'acquisition, en gros. Ouais, mais...
pareil, ça se retravaille. Si tu es très fort en dehors, forcément, ton 10%, faut le retraiter. On pourra en parler, de comment on peut gérer ça. Mais ouais, nous, sur notre verticale, qui est ultra concurrentielle, nous, on est en frontal avec les usines en Chine et on s'en sort parce qu'on a un produit qui est unique. On est plutôt sur du 20 à 25%. Ok. Ah, ça peut, donc ça peut monter assez ouais. vite. Et puis, pareil, tu es aux États-Unis, les CPC sont pas les mêmes. Hein. Alors, si on rentre un petit peu dans Amazon, justement, donc toi, tu es très présent sur Amazon avec ta marque, tu es aussi très présent sur les réseaux, puisque tu donnes beaucoup de conseils et surtout des choses que tu testes toi-même. C'est ça particulièrement qui est intéressant, c'est que ta marque est aussi ton labo avec quelques marques périphériques en plus. Avec quelques marques périphériques. Ouais. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. C'est quoi selon toi les piliers principaux alors j'avais mis les 3 piliers, mais il y en a peut-être plus, moins, à toi de voir, d'une marque pour réussir sur Amazon. Numéro 1, c'est le produit. Enfin, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est le produit, et dans le produit, j'inclus forcément un bon produit qui répond à un besoin, qui est clairement identifié par rapport à ce besoin, donc avec les mots-clés, comme on vient de le dire, et avec une bonne marge. Ça, c'est, bonne marge, c'est quoi? C'est au-dessus de 70, 80 ou Ouais, franchement, allez, en dessous de 70, ça va être compliqué. En e-com aussi, tu me diras. Mais en e-com aussi, maintenant. Et même en distribution. Entre 70 et 80, sur un positionnement prix, on va dire, au-dessus des 40 €, on peut faire des choses. Ouais, allez, l'idéal, c'est d'être autour des 80. Ok. Nous, on n'y est absolument pas sur certains produits. On arrive à s'en sortir parce que le produit est très différent. Voilà, ça peut compenser. Mais non, il faut les mêmes marges quand même, commerce, grosso modo. Ok. Donc produit numéro 1. Produit numéro 1. Le deuxième pilier, ça va être toute la partie content, marketing d'Amazon qui est très particulière. Donc la page produit, ce qu'on appelle le listing. Donc ça va être tes visuels et les différentes informations, les bullet points, la description, le titre. Et donc tout ça, ça va en fait permettre deux choses. D'une part, à l'algo d'Amazon d'identifier sur quel mot-clé, à quel mot-clé t'associer. Et il va scanner tes visuels, scanner tes mots-clés, et donc il va dire, ok, ce produit-là, ça va être support téléphone, porte-téléphone, accroche téléphone, GSM, vélo. Il va vraiment tout identifier. Et le deuxième aspect à ça, c'est la conversion. Et la conversion sur Amazon, c'est pas la même que sur un site. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent sur ton listing, ils n'ont jamais entendu parler de toi. Des fois, ils savent pas trop ce qu'ils cherchent. Si ça se trouve, ils sont dans les transports, dans un bus, en train de scroller. Et donc, tu vas vendre beaucoup avec les visuels. Tu as un visuel principal et tu as 5, 6, 7, 8 visuels, images derrière que tu vas scroller. Et donc, il va falloir pouvoir tout vendre avec juste ces visuels-là. Donc, ce qui est très différent dans l'e-commerce où tu vas vouloir prendre le temps. Et là, non, c'est quelqu'un qui vient chez toi, il n'a pas vu ta pub avant, il n'a pas cliqué dessus, il n'a pas... Oui, il n'y a pas de... Peut-être qu'il l'a fait, mais en grande majorité, il ne l'aura pas fait. Ok. Donc ça, c'est la partie... cette partie contenu et créer la bonne page produit avec des codes qui sont assez différents d'un Shopify, par exemple, d'un site e-commerce. Ça, c'est le deuxième pilier. Je fais une parenthèse là-dessus. Comment c'est quoi globalement dans les grandes lignes, tu vois, une page produit, un listing qui est bien fait? Est-ce que tu as des endroits où est-ce que Amazon t'explique un peu les fondamentaux de ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est des choses que tu apprends plutôt? Non, mais ça se trouve maintenant, ça se trouve bien facilement. Okay. Mais en gros, c'est ton image principale, qui est l'image, la main image, l'image principale, qui va être celle qui va être utilisée pour toutes tes pubs, pour la page sur le moteur de recherche, qui est celle sur fond blanc. Celle-là, elle est extrêmement importante à travailler. C'est celle qui va faire cliquer. Tu la testes, celle-là? Ah ouais, tu A/B-test, tu fais des trucs. Et c'est là où c'est dur, c'est que nous, celle qui marche le mieux, c'est de loin la plus moche.
Oui, mais ce qui est cohérent il y a avec une vraie- Amazon. hein, ce qui est l'UX cohérent, Amazon est exactement, dégueulasse, mais ils ont- nous on a mis une grosse flèche rouge entre la pochette du téléphone et le support pour comprendre que ça aimante. Voilà, c'est bon, c'est comme ça. Après, tu as les visuels produits où là c'est pareil, il faut mettre du texte. Et sur un site e-commerce, tu veux du beau, du lifestyle, ce genre de choses. Non, là, il faut mettre du texte avec des flèches, des bullet points, ce genre de choses. Et en même temps, il faut que ce soit assez gros pour pouvoir le lire sur un smartphone. Ok. Ça, on va dire, ça plus un bon titre. Le titre est extrêmement important aussi. Donc déjà, si tu as un bon titre et des bons visuels, Bon titre, c'est quoi? C'est un titre le titre, c'est pareil, le titre, il fait 200 caractères. Alors encore, ça va changer bientôt, mais il fait 200 caractères. Et c'est pas sur notre Shopify, c'est support téléphone vélo. Sur Amazon, non, c'est Shape Art, je sais plus si on a mis innovation française, support téléphone vélo avec pochette magnétique détachable, rotation 360, imperméable, résiste aux vibrations. Enfin, tu vois, Donc tu listes toutes les t'essayes de caractéristiques. et encore, ça évolue. Là, on va bientôt passer sur des titres qui sont vraiment 80 caractères pour que tout soit visible sur mobile. Ah ouais. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, ça demande... Et surtout, il faut que tu aies mis les bons mots-clés dans ton titre. Tu vois, donc des fois, tu as des titres avec des mots-clés où tu dis attends, c'est fait à l'arrache par une IA ou... Ouais. Non, en fait, c'est que c'est ce mot-clé-là. Tu vois, moi, c'est support téléphone vélo. C'est pas support de téléphone pour vélo, tu vois. Ouais. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention Donc à ça. c'est volontairement. Donc c'est volontaire. Très, Où très, les accents, très haché, quoi. Exactement, des fois les accents sautent parce que l'algo d'Amazon, il n'est pas fait avec les accents, tu vois. Ok. Donc main image, titre, il y a d'autres choses qui sont importantes Et après, il y a toute la partie, ce qu'on appelle A+. C'est toutes les images supplémentaires, ce genre de choses que tu peux mettre à la fin de ta page, qui permettent de rajouter encore plus de contenu visuel, vidéo, photo, FAQ, ce genre de choses. Ok. Donc ça, il faut vraiment passer du temps là-dessus. Il faut bien hiérarchiser à quel endroit je parle du produit, à quel endroit je parle de la marque, de la gamme. Je peux faire des tableaux comparatifs, je peux faire pas mal de choses. Donc en soi, c'est pas c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est très différent en fait. Il faut être un peu plus pushy, il faut être un peu plus à l'américaine, hard selling, que faire un truc bien propre, bien léché avec des beaux visuels d'ambiance, lifestyle. Non, là t'es là pour convertir, quoi. Ok. Trop bien. Si on revient sur la partie pilier, donc tu disais premier c'est produit, deuxième c'est content, adapté du coup à Amazon avec tout ce qu'on vient de voir entre autres sur la partie listing produit. Et ensuite j'en mettrai deux autres. Un c'est l'ADS. Ok. Il faut faire de l'ADS, on pourrait y revenir si tu veux. Et le quatrième c'est le pilotage du compte. C'est-à-dire que Amazon, c'est là où c'est un peu particulier, c'est que il y a des infos qui peuvent sauter sur tes pages produits. Amazon peut changer ton titre, peut faire sauter une photo. Tu peux être en rupture, tu peux avoir un prix qui bouge, tu sais pas pourquoi. Donc il faut suivre Amazon. Faut avoir des outils, ou faut en tout cas mettre en place des outils pour bien suivre tes perfs, bien suivre ta rentabilité. Enfin, voilà, tu peux très vite faire des chiffres sans renta sur Amazon. Donc il faut bien mettre ça en place, bien suivre. Du jour au lendemain, un produit peut sauter, il n'y a plus de pub. Amazon a décidé qu'il n'était plus éligible pour X ou Y raison. Ça peut être une norme, il peut se passer plein de choses sur Amazon. Donc il faut bien suivre. Ça, c'est vraiment c'est le dernier pilier, quoi. T'as quelqu'un, c'est toi qui suis ou... Ouais, c'est moi avec des outils, soit des SaaS qui existent, soit des outils qu'on a mis sur G-Sheet, un petit script ChatGPT, et ça fait très bien le boulot, quoi. Comment tu fais pour te différencier sur Amazon? Typiquement, tu disais que tu as beaucoup de concurrents. En plus, tu es en concurrence parfois par le prix. Tu parlais de la chaîne. Surtout dans un environnement dans lequel tu as peut-être moins d'espace, comme tu le disais, pour raconter l'histoire de ta marque en amont, pour faire du storytelling, ce genre de choses. C'est quand même très pragmatique, très codifié, très hard selling, comme tu dis. Comment tu fais pour te différencier? C'est quoi qui te permet d'émerger? Ce qui nous différencie... le produit déjà, hein. Le fait d'avoir un produit unique, c'est quand même un avantage non négligeable. Ça, c'est évident. On se différencie sur le prix. Nous, on vend quand même en moyenne presque 2 fois plus cher que les autres. Il y a toujours de la place pour ça sur Amazon. Mais on a aussi 1 ou 2 produits sur lesquels on est aligné aux autres. On va se différencier sur le contenu.
Les images, c'est très important. En fait, la qualité du contenu, que ce soit en français, il y a plein de produits sur Amazon où c'est en anglais, parce que les usines, ils s'embêtent pas à traduire dans les 5, 6, 7 langues. C'est en anglais, on pousse tout partout. Donc on fait vraiment attention à la qualité des visuels. Ça, c'est important. C'est le contenu, franchement, produit contenu, en fait, on va repartir sur les piliers, quoi. Mais produit contenu, c'est vraiment comme ça qu'on va se différencier. Bien analyser les bons mots-clés pour l'Ads. Et après, c'est de combiner tout ça pour faire un bon lancement, de démarrer fort avec des bons avis clients, pousser l'Ads sur les bons mots-clés, d'être prêt à subventionner tes premières semaines de vente. Tu sais que tu vas perdre un peu d'argent, mais c'est pas grave, il faut passer par là. Et après, il y a pas mal de stratégies de lancement pour bien faire les choses dans le bon ordre, parce que ça, c'est un truc qu'on oublie souvent sur Amazon. D'ailleurs, je pense que pas grand monde le sait dans les consommateurs, mais quand un nouveau produit arrive sur Amazon, il est poussé par l'algorithme. Il est mis en avant par l'algorithme. Pendant un laps de temps Pendant 30 à 60 jours, ce qu'on appelle la honeymoon, la lune de miel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si Amazon ne fait pas ça, ça va être toujours les produits historiques qui vont être mis en avant avec 30 000 avis. Et c'est pour ça que si tu tapes n'importe quel mot-clé dans Amazon, tu vas voir que... je sais pas, on va parler des copains Novoma, tu vois, ce complément alimentaire sur du collagène. Tu tapes collagène, ils vont sortir en numéro 1 avec X dizaines de milliers d'avis, ok. Mais tu vas quand même avoir aussi une nouvelle marque qui s'est lancée avec 20 avis. Ok. Donc ils te laissent ta chance. Ils te laissent ta chance. Okay. Parce que en fait, ils veulent avoir ce renouvellement. Et s'il y a un nouveau produit qui arrive qui est meilleur, bah, il faut lui donner sa chance. Donc si tu as les codes, tu as la bonne strat, tu as la bonne approche, tu peux potentiellement arriver à te hisser sur les 30-60 premiers jours. Ouais, tu peux. Alors après, une fois ces 30-60 jours passés... Là, il faut mettre des ads. Bah non, mais si tu as bien fait le boulot, dès le départ, il faut mettre de l'ads, mais si tu as bien fait le boulot, tu peux rester. Si tu viens sur une niche où tu vois que les concurrents, ils ont 100, 200, 300 avis, tu peux prendre la place de numéro 1. Si tu vois qu'ils en ont 30, 40, 50 000... tu prendras peut-être pas la place de numéro 1, mais n'empêche que sur ces marchés-là, tu vois, sur les compléments, si sur collagène, tu es numéro 7 ou 8, tu as plusieurs centaines de milliers d'euros à aller chercher. Hein. Donc le volume est vraiment conséquent, quoi. Alors, il y a une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure, mais dans la partie en amont, un peu plus stratégie, tu vois, réflexion, produit, tout ça. Donc, je la pose maintenant. Est-ce que tu as des produits, toi, qui sont exclusivement pensés pour Amazon ? Que tu ne vends pas à d'autres endroits que sur Amazon. On commence et tu vois, si on reprend le petit fil de tout à l'heure, on disait il y a eu la phase de développement sur Amazon, on a vraiment accéléré. Là, on rentre dans une deuxième phase où il y a des produits qu'on pense Amazon. Ok. Next level. Quoi. Ouais, où on va réduire la taille du packaging parce qu'en réduisant la taille du packaging, tes coûts d'expédition passent de 4 à 2,50 €. Et sur c'est non négligeable. Ah bah ouais, c'est non négligeable. Ouais. Et en fait, en plus de ça, tu te rends compte que si ça te fait économiser sur Amazon, généralement ça te fait aussi économiser sur ton e-commerce à toi. Donc on va penser les packaging pour qu'ils soient le plus petit possible, le plus slim possible. On va avoir certains produits qui sont très e-commerce friendly. Donc on va se dire, tu vois, on a des produits running où on en vend un petit peu en magasin, mais 90% du chiffre se fait sur Amazon. Et sur Amazon, on cartonne. Et donc là, on est dans cette phase-là où on est en train de se dire, ok, il y a des produits où on va apporter de l'innovation, où on est vraiment unique, on a fait un énorme travail de recherche et développement. Ces produits-là, ils ont toujours la priorité magasin, acquisition. Vraiment, ça va être nos produits fer de lance. Par contre, on a identifié des petits produits sur lesquels on peut apporter un petit plus, tu vois. On prend la version qui est dispo sur Alibaba, on apporte un petit plus. C'est sympa, mais on ne révolutionne pas le sujet. Bah, ceux-là, ça va être des produits qu'on va orienter vers Amazon, vers le e-commerce. Si les magasins en veulent, pas de souci. Mais tu vois, on va moins communiquer dessus. Parce que c'est là où tu vas avoir des réflexions du « Ah oui, mais j'ai vu le même à 2-3 fois moins cher sur AliExpress. Okay. » Alors, c'est pas forcément le même, mais dans la tête des gens, c'est le même produit. Donc, tu vois, là, on est vraiment en train de dissocier petit à petit en se disant bah, ça, c'est parfait comme produit Amazon. On va pousser à fond.
Ça, c'est intéressant. Vous êtes Ah ouais. vous êtes à un stade où, du coup, votre recul et votre data sur Amazon en fait, informe votre design produit et même Exactement. votre strat globale. Exactement. Et sur les packaging, tu vois, un packaging, on a des lumières de vélo. Bah, sur les lumières de vélo, on a un packaging sur lequel tu peux voir le produit, tu peux le tester pour qu'en magasin, on puisse appuyer sur la lumière et tester la puissance. Sur un packaging, sur un produit Amazon, le packaging, c'est une boîte en carton, il n'y a rien, quoi. Ouais. Il y a un QR code pour scanner et arriver sur une landing avec ton manuel et un petit onboarding. Et tu vois, on va au plus simple. On va pas mettre des flyers, de créer une expérience. Non, c'est un produit online. Tu vois, et donc là, on est vraiment dans cette étape-là maintenant où on essaie de segmenter le plus possible. Mais tu as des grandes marques qui le font, tu vois, en tout ce qui est produits de maison, hi-fi, électroménager, tu vois. Les cafetières, les DeLonghi et compagnie, ils ont des modèles exclusifs à Amazon. Ils ont changé 3 couleurs de boutons, c'est la même, hein, mais tu vois, ils changent l'aspect extérieur, ils font des make-up et ils envoient ça sur Amazon, quoi. Ultra intéressant. On va revenir tout à l'heure sur les projets pour ShapeArt. Il y a un point dont on a parlé très brièvement dans la strate Amazon, c'est les avis clients. Oui. Les avis clients, place centrale dans hyper Amazon. important. C'est quoi ton approche dessus? Comment tu fais pour générer les avis clients? Alors, déjà, tu as raison de le dire, c'est central, parce que quand tu tapes ton mot-clé, ce qui va faire que les gens cliquent sur ton produit, c'est l'image, on l'a dit, c'est ton prix et ce sont tes avis. Donc le but, c'est d'être au-dessus de 4,3. À partir de 4,3, tu as les 4 étoiles et demie. À 4,2, tu n'as plus que 4 étoiles. Donc là, visuellement, ça fait une diff. Et en conversion, ça se voit. En dessous de 4, ton produit, il est quasiment mort. Hors électronique. Mais sur des produits grand conso, si tu es à 3,8, 3,9... C'est dur d'aller chercher plus de 4,3, 4,4? Ouais, les clients sont durs. Okay. Tu vas avoir entre 0,3 et 0,6 d'écart entre ton Shopify et Amazon. Ok. Quand même. Donc tu peux passer de 4,6 à 4,1. Ouais. Donc les clients sont beaucoup plus durs, ça c'est une évidence. Par contre c'est central et ce qui est difficile, c'est que tu peux pas faire grand chose pour avoir des avis clients sur Amazon. T'as pas le droit en fait. Tu peux pas contacter les gens en disant s'il vous plaît laissez-moi un avis client. Le seul truc que tu peux faire, c'est mettre un petit insert, un petit flyer dans ton colis ou sur le QR code en disant pensez à nous laisser un avis client. Point. Si tu dis mettez-nous un avis client et que tu as mis un logo avec 5 étoiles, c'est contre les conditions d'utilisation, tu peux te faire bannir. Il y avait une marque où on avait commandé, je ne sais pas comment ils avaient fait, mais ils avaient réussi à choper notre mail et ils nous avaient proposé, contre un avis Amazon, de nous envoyer un autre produit gratuit. Ouais. C'était le truc pour bébé. On l'avait fait, je crois. C'est ma compagne qui l'avait fait. Et du coup, moi, justement, j'en ai discuté avec Kevin, que tu connais, de Deploy, que j'avais reçu dans le podcast aussi. Et entre-temps, du coup, j'ai rechecké la marque et s'est fait striker de mais c'est pareil. Si tu peux pas mettre un message, laissez-nous un avis. Et si vous avez eu la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire avant. Ouais. Tu peux rien suggérer. Donc, le seul truc que tu peux faire, c'est penser à laisser un avis. Ouais. Point. Donc c'est très dur, c'est très très dur. Non, il faut pas jouer avec ça. Le seul moment où tu peux avoir des avis très rapidement, parce que sinon en moyenne c'est entre 1 et 3% des gens qui laissent un avis, Okay. et plus facilement quand ils sont insatisfaits. Comme dans la restauration. Comme dans la restauration, pareil. Et donc du coup, le seul moment où tu peux vraiment le faire, c'est ce qu'on appelle le programme des testeurs, Vine, où quand tu lances un produit qui n'a encore que très peu d'avis, moins de 30 avis, tu peux l'inscrire au programme Vine, qui est payant, et tu vas envoyer gratuitement ton produit à 30 personnes, et ces personnes-là s'engagent à mettre un avis. Donc généralement, si tu envoies 30 produits, tu vas récolter entre 20 et 25 avis. Okay. Donc ça, c'est énorme. C'est bien, dès le départ, tu as 20-25 avis. Mais ils disent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Et donc, il y a des catégories de produits sur lesquelles il ne faut pas le faire. Parce que pourquoi? Par exemple, les compléments alimentaires. Ah oui. Tu vas te faire flinguer. Déjà les gens ils vont laisser un avis au bout d'une semaine, alors qu'une cure c'est plutôt 2 mois. Bien sûr. Donc en fait non, tu vas avoir si ton produit est très technique, ça va être compliqué. Si ton produit est très cher, ça va être compliqué. Donc ça il faut faire attention.
les clients Vine sont encore plus durs que les clients Amazon. Donc tu vois, il y a des marques que je... C'est plus une manière d'aller récolter plus d'avis, mais pas forcément plus de Exactement. bons avis. Il y a une marque de thé que j'accompagne qui fait les produits les plus chers du marché, aussi les meilleurs, mais les plus chers. Tu les mets sur Vine, elles vont se faire éclater. Alors que le produit est le meilleur, c'est juste, ah ouais, c'est bon, mais c'est trop cher. Oui, mais en fait, donc il y a des produits qui sont moins compatibles, moins Amazon friendly sur les avis, donc il faut vraiment faire attention. Et après, sinon, il n'y a pas de règle, il faut vendre. Faut vendre. Et on reprend la démarche que je disais tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure, sur il faut sponsoriser, il faut faire de la vente, parce qu'en fait, c'est le seul moyen d'avoir des avis. Donc au début, il faut arroser, il faut provoquer la vente et avoir confiance en son produit. Alors, en parlant de ça, du coup, la partie pub qui est centrale, toi tu dis qu'il faut en faire dès le début et plus ça va, plus t'en fais. Donc aujourd'hui, c'est un budget assez important chez vous. C'est quoi votre approche et plus largement les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui sont déjà ou qui veulent se lancer sur Amazon? La pub sur Amazon, il y a sur la partie créa, c'est très facile, il n'y a pas de créa. C'est que du sponsor keyword. Donc tu as le sponsor product. Ça va être ta vignette, en gros, ton image principale sur fond blanc, ta vignette qui va être diffusée avec un bout du titre, le prix, les avis. Et ça va être diffusé dès que quelqu'un tape le mot-clé sur lequel tu auras enchéri. Et ça peut être diffusé en haut de la page, au milieu, en bas ou sur une page produit d'un concurrent. Grosso modo, c'est ça. C'est 80% des pubs, c'est du sponsor product. Okay. Après, tu vas avoir le sponsor brand. C'est le gros bandeau où là, tu peux mettre des beaux visuels ou de la vidéo avec quelques vignettes produits. Et ça, c'est uniquement les marques enregistrées, les vraies marques qui ont accès à ce type de format publicitaire. Ça peut être intéressant, mais c'est plutôt 10-15% du budget. Et après, tu as le sponsor display, qui est un peu la partie retargeting. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien à faire. Et après, le dernier gros morceau, c'est la partie DSP, qui peut être en dehors d'Amazon. Là, tu es dans le retail média pur. Et là, c'est un autre monde en termes de créa, en termes de tout. Ça peut prendre un temps vraiment pharaonique. Donc, mais 80-85% du budget, ça va être le sponsor product. Et donc, en gros, le sponsor product, c'est très facile. Tu enchéris sur des mots-clés ou sur des produits. Tu peux aussi targeter les produits sur Amazon. Donc voilà, c'est tout simple. Okay. Tu as des conseils? Alors oui, j'ai un conseil. On ne gère jamais, je ne veux pas dire jamais, mais il faut éviter de gérer les ads Amazon dans Amazon. Ok. La console, tu vois Business Manager. Ouais. Business Manager, c'est le summum de l'UX comparé à Amazon, quoi. Okay. Et Business Manager, c'est déjà un peu relou. Ouais. Dans Amazon, tu ne fais rien. Tu vas accéder à une campagne, il faut 6 clics. Donc, tu vas prendre un outil qui va te permettre de le faire et de pouvoir gérer beaucoup plus de campagnes. Parce que comme sur Google, tu vas avoir exact, phrase, broad. Enfin, tu vois, tu as plusieurs ciblages, tu as plein de choses. Tu en as des outils qui te... Ouais. Il y a plein d'outils qui existent. Alors moi, je m'entends très bien et je l'utilise depuis bientôt 4 ans. C'est M19, c'est des Français, boîte française. On leur passe le coucou si franchement, cet épisode. Et en gros, il y a deux choses. Ça permet à la fois de gérer toutes tes campagnes et tu peux les gérer plus ou moins... tu peux vraiment gérer ta granularité. C'est-à-dire que soit tu dis j'y comprends rien et tu peux dire je gère mes campagnes en mode pilote auto, je te mets un objectif de renta et il va gérer sa sauce. Soit tu le fais un peu plus comme moi, où moi je vais créer mes campagnes, je vais un peu plus détailler, je vais pouvoir affiner, mais in fine c'est pas moi qui tous les jours vais gérer mes enchères à la hausse ou à la baisse. C'est en fonction d'un objectif de renta qui va lui faire ses ajustements, parce que j'ai 500 campagnes qui tournent, parce qu'il y a France, Espagne, Allemagne... c'est ingérable. Donc tu fixes un objectif de renta par campagne, par produit? Par campagne, par produit, par sous-campagne, c'est moi qui gère. Okay. Et ça se fait très bien. Et derrière, surtout, c'est que tu as plein de dashboards qui sont incroyables. Donc, M19, moi je trouve que c'est incroyable. Après, il y en a d'autres. Il y a PackView, qui est le leader, c'est américain, c'est le leader du marché. Tu peux tout faire. Il faut avoir un bon petit niveau quand même. C'est une bonne usine à gaz. Il y a Bidex, ce sont des Allemands, Perpetua, voilà. Il y en a plein, franchement il doit y en avoir une 50aine facile.
Moi, ce que j'aime bien sur M19, c'est que tu as aussi la partie tool, où tu as tous les dashboards, tu peux suivre ton chiffre, tu peux voir les évolutions par produit, tu peux suivre ton taux de conversion. Donc, pour moi, c'est le meilleur outil pour faire ton 80-20. Rapport qualité-prix, c'est imbattable. Quel KPI tu suis ? Alors, sur Amazon, je vais suivre... en gros, le matin, je regarde, je me connecte le matin sur un visage, je vais regarder combien j'ai fait de chiffres. Ok, mon chiffre d'affaires hors taxe. Est-ce que les budgets ont bien tourné ? Parce que, comme je te disais, ça arrive souvent que ça coupe. Tu sais pas pourquoi, du jour au lendemain, ils te demandent de réauthentifier toutes tes cartes bleues. Tant que tu l'as pas fait, ça a coupé. Donc si tu as zappé pendant une semaine de regarder ton compte Amazon, tu as perdu une semaine de business. Quoi. Ah bah ouais, et puis pour récupérer, en plus, tu vois, t'en repères 2. Quoi. Donc, je regarde mon chiffre d'affaires et ce que j'ai dépensé, et après je regarde ce qu'on appelle le TACOS. Donc c'est sur mon chiffre d'affaires total, combien j'ai dépensé d'ADS, mon pourcentage d'ADS. Okay. Un peu le MER version, exactement. Version Amazon. Quoi. Exactement. Et en gros, ça, c'est mon truc de tous les matins. D'accord. C'est la version rapide. Et après, si ça va, tout va bien. Et après, je le fais par pays. Après, je peux le faire par BU. Et après, je peux le faire par produit. Et quand je commence à descendre par produit, je vais regarder est-ce que je continue de bien dépenser. Si ça dépense, mais que mes ventes ne suivent pas, là, je vais aller creuser mon taux de clic et mon taux de conversion. Il t'a déjà fait des petites dingueries Amazon un matin, tu te réveilles, t'ouvres et tu te dis genre waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Genre il y a eu des dingueries, il y a du positif, du négatif, mais l'an dernier, sur mon best-seller, début de saison, ça commence à cartonner, tout se passe bien, et là, du jour au lendemain, plus rien. Plus rien, produit supprimé. Mais non. Putain. Tu sais pas pourquoi. Et t'as réussi à faire appel ou... Ouais, du coup, là, ticket client, machin, mais c'est un support. Donc là, tu as des gens, un coup c'est en Inde, un coup c'est en France, un coup c'est au Pakistan, un coup tu sais jamais où c'est. Ouais. La connaissance des gens en face de toi est très hétérogène. Donc là, tu peux ouvrir 10 tickets différents pour avoir une réponse. Quoi. Ça me rappelle les trucs. Ouais. Non, mais ça arrive. Ça arrive. Après, j'ai eu des surprises. C'est souvent plutôt négatif. C'est-à-dire, c'est souvent il y a un bug. Si, j'ai eu... l'an dernier, on a eu ça aussi. Du jour au lendemain, tous les chiffres se pètent la gueule. Ok. Je fais OK, je prends mon truc, pays par pays, tout se pète la gueule. Pourtant, je dépense toujours autant. Du coup, ma renta, elle est éclatée. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je creuse mes taux de conversion. Tous mes taux de conversion, mais se sont effondrés. OK, je vais creuser. Et du coup, dans mes outils, je regarde, OK, est-ce que les prix sont les bons ? Pas de souci. Je vais voir page par page, directement en live sur Amazon. L'intégralité des visuels était passée en allemand. Mais non. Ouais. Et ça, c'est bug de l'outil ? Bug d'Amazon. Ah, putain. Et il est dommage dans ces cas-là ou... Non. Non. Et en gros, on a su pourquoi. C'est qu'en fait, on a voulu faire le forcing sur la marque aux États-Unis, sur la plateforme US. Et du coup, les US ont repris la main sur la marque. Et donc, du coup, en Europe, ce qui s'est passé, c'est que l'algo a dit en fait, la marque n'appartient plus à Shapeart France, c'est Shapeart US. Donc, on reprend un historique du compte qui avait le plus de poids. Et en Europe, l'Allemagne a beaucoup plus de poids sur cette catégorie-là. C'est l'Allemagne en numéro 1, l'Angleterre en 2, France, Italie, Espagne. Okay. Et donc, tout est passé en allemand. Logique. Tu vois, tu peux avoir des trucs comme ça. Ça arrive. Est-ce que tu fais de la pub hors Amazon, mais qui redirige vers Amazon ? Oui, on en fait un petit peu, mais un tout petit peu. Okay. On a testé. Je sais que ça fonctionne pas trop mal aux US. Moi, des tests qu'on a fait en Europe, ça fonctionne pas. Et pourtant, on l'a fait sur des périodes qui peuvent être très propices à ça. C'est-à-dire que le sprint de Noël, du 17 au 22, quand on peut encore livrer en 24 heures sur Amazon et qu'on n'est plus dans les clous sur notre Shopify, on a beau pousser la pub sur Amazon, pas plus que ça. Ouais. Pas plus que ça. Pas facile à traquer, du coup. Ça, pas facile à traquer, mais tu vois, j'ai quand même des exemples contraires. On a fait des grosses campagnes d'influence en Espagne. On lance la campagne, explosion des ventes sur Amazon. Et ça redirigeait vers ça redirigeait vers notre site. Ah, donc, vers votre site, ouais. ok.
Et donc, du coup, tu vois, il y a quand même des trucs qui sont contradictoires. Ouais. Donc, on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Est-ce que c'est une question de... C'est marrant, ça veut dire que tu as des gens qui ont vu la campagne d'influence, qui sont allés sur votre site, mais qui sont quand même allés chercher dans Amazon, quoi. Bah, en fait, est-ce que le fait de passer par le site redonne la crédibilité de on est une vraie marque? Il y avait le Oui. click to Amazon à l'époque. Oui. Sur le site. Est-ce que ça donne de la crédibilité en mode c'est une vraie marque, c'est propre, le site est bien fait, c'est traduit? Ah, sur Amazon, j'ai la livraison moins chère en 24 heures, donc j'y vais. Alors que si tu regardes un TikTok et tu arrives direct sur Amazon et que tu connais la marque ni Nev ni Nadan, est-ce que... tu vois? Donc je pense qu'il y a une question de... je pense qu'il faut qu'on teste d'autres choses. Peut-être qu'avec TikTok, ça peut mieux marcher. Est-ce qu'il faut qu'on oriente vers notre store Amazon avec une landing page un peu différente? Est-ce que... Voilà, je pense qu'il faut qu'on trouve un truc. Je sais qu'aux États-Unis, j'ai des potes qui le font et ils arrivent à avoir vraiment des belles conversions et des vrais incréments. Nous, pour l'instant, moi, j'ai pas réussi. C'est assez unique, mais on a une marque qu'on accompagne qui fait 100% de son chiffre sur Amazon, qui a un site, mais qui est uniquement vitrine. Et toutes les pubs redirigent vers Amazon. Et donc, ils ont des LP qui sont dédiés, avec toute la social proof qui est, entre guillemets, rebasculée de Amazon vers le site, etc. Et eux, ils pilotent, c'est assez intéressant, au coût par clic to Amazon. Ce qui te fait, parce que c'est la métrique la plus loin que tu peux avoir sur ton site. Et après, du coup, ils estiment plus ou moins un taux de conversion qu'il va y avoir sur Amazon, ce qui te donne une sorte de coût d'acquisition, tu vois, moyen. Après, mais du coup, ils arrivent sur la LP, elle est sur leur site. Ouais. Ouais, mais ça. Nous, on fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire que nous, on pilote l'intégralité de notre acquisition au coût par ajout au panier. Ok. Puisqu'en fait, on sait que les gens ajoutent au panier, mais potentiellement, et derrière vont acheter en magasin. Donc, on optimise tout au coût par ajout au panier. Ouais, intéressant. Mais c'est la même logique, c'est juste qu'on va au plus loin du funnel possible. Nous, ça s'arrête là. Et eux, ça s'arrête un petit peu avant au clic, mais du coup, je suis curieux de voir ce qui est creusé. Est-ce que tu as un apprentissage sur Amazon depuis que tu as mis le nez dedans, donc ça fait quand même pas mal d'années maintenant? La résilience. Sans blague, c'est l'apprentissage numéro 1. Okay. Non, l'apprentissage, c'est vraiment... c'est lié à ce qu'on vient de se dire, en fait, c'est l'omnicanalité. C'est que tu peux pas traiter Amazon d'un côté, Shopify de l'autre, les magasins de l'autre. La guerre des clochers de qui fait quoi, qui rapporte. Non, c'est vraiment... ça, c'est vraiment mon apprentissage. C'était ma conviction depuis toujours. Tu vois, tu parlais du MER. Nous, on pilote au MER depuis 5 ans. Depuis 2020, c'est le seul truc qu'on pilote. On a affiné encore plus, mais c'est vraiment ça qu'on pilote en fait. Et on s'en moque un peu de savoir si la conversion est faite sur Shopify, en magasin ou quoi que ce soit. En fait, est-ce qu'au global, la boîte elle est rentable? Oui, non. Et est-ce qu'on a servi le client? Le client, il s'en fout de tout ça. Le client, il veut que le produit soit disponible à l'endroit où il le veut, au moment où il le veut. Ouais. En fait, c'est à toi de t'adapter. Donc, c'est vraiment... je trouve que Amazon nous a permis de faire ça. Et on est en train de le pousser encore plus. C'est-à-dire que quand je parlais des produits, d'adapter les gammes de produits, ce genre de choses, en fait, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je sais que ça se fait beaucoup dans... Tu vois, on parlait de Nike. Nike l'a toujours fait, adapter ses produits en fonction des canaux de distribution. Tu as un produit plus premium chez Colette à l'époque que tu l'as chez Intersport, tu vois. En fait, nous, on va s'orienter un peu vers ça, avec des produits qui sont plus dédiés à un canal qu'un autre, avec des bundles qui vont être plus dédiés à un canal qu'un autre. Mais ouais, c'est vraiment ce côté-là qui m'a... Le gros apprentissage, c'est le côté omnicanal. On en parle, nous, on le vit vraiment au quotidien, quoi. Ce qui nous fait une très bonne ouverture, une très bonne transition vers une ouverture. C'est quoi ton objectif, votre objectif et les prochaines étapes pour Shapart? Kiffer. En vrai, on n'est pas... C'est un bon objectif. Non, en vrai, on a envie de kiffer, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se marrer, on a envie de faire des produits. Ça, c'est un truc qui nous anime beaucoup. Tu vois, moi, dans Paris, c'est un régal. Tous les matins, là, tu croises des clients au feu rouge. Ouais, et puis je les alpague. Tu leur dis des fois ouais, vous êtes content de votre... Bah oui. En fait, et t'as des retours des fois? Ouais, les gens ils sont hyper contents et ils disent ah c'est vous, trop cool. T'as déjà eu quelqu'un qui t'a dit ah non je suis vraiment pas satisfait? Bah t'en as qui me disent ah ouais mais moi ça a pété ou. Et là tu dis pas que c'est ta boîte. Si je le dis, je fais bah y a pas de souci et je prends le mail et je leur écris moi. Trop bien. Bah si parce qu'en fait c'est pépite tu vois et c'est comme ça que t'améliores ton produit bien sûr. Bah bien sûr. Ouais. Et donc non là-dessus on n'a pas un objectif en disant on veut faire 100 millions on veut faire
on court pas après un chiffre. Tu vois, on a quand même un côté lifestyle qui est important. Alors oui, on bosse, mais c'est un marathon en fait. Si dans 20 ans on est encore avec Shapeart, c'est trop bien, tu vois. Donc on fait attention à ça. Mon associé est pareil que moi, on fait attention à faire du sport très régulièrement. Moi je suis content de m'occuper de mes enfants. Donc en fait, tu vois, si on sait qu'on peut atteindre 8-10 millions de chiffres d'affaires, si on le fait en 6 ans ou 7 ans, bah, c'est OK aussi, tu vois. Et c'est quoi là un peu t'as une roadmap produit qui est prévue Ouais. Bah là, du coup, on a une grosse accélération produit. Justement, l'an dernier, on a fait un énorme chantier sur toute la partie acquisition. Et ça nous a donné... alors, c'était un gros brouillard au début. Et ça nous a donné beaucoup de clarté sur ce qu'on veut faire. Comment fonctionne justement Amazon avec Shopify, avec la partie B2B. Et donc là, on va accélérer sur la partie produit, justement. T'as des trucs à lâcher en exclu ou... Non, on travaille sur la V2 de tous nos supports. De toute façon, ça sortira pas tout de suite. Donc... non, mais même... Ouais, de toute façon, les produits, c'est long. Hein. Mais non, on travaille sur des V2 de support, on augmente... on va étendre notre gamme lumière, on a pas mal d'accessoires, notamment dans le running, d'étendre la gamme. Donc ça, c'est les périodes cool. J'irai jeter un coup d'œil à la gamme. Ouais, avec ton brassard, on va t'équiper. Non, mais tu vois, ça c'est... sur Amazon en plus. Tu vois, typiquement, ça c'est les trucs cool. Là, ce matin, on a reçu des échantillons. Moi, quand je reçois le DHL de Chine avec les échantillons, c'est Noël pour moi. Tu m'étonnes. Et ça, c'est vraiment les côtés cool. Trop bien. Est-ce que tu as un conseil à donner aux marques qui nous écoutent ? Que ce soit sur Amazon ou globalement de ton recul. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil ? De se former. De continuer à se former en permanence. Vraiment de garder les mains dans le cambouis. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet. Même si on grossit, même si on a des grandes équipes et qu'on prend du recul et qu'on est moins opérationnel. En fait, garder les mains dans le cambouis, je pense que c'est un truc... qui est hyper important, et de continuer à se former. C'est pas juste regarder, manger des formations, des contenus. En fait, faut les appliquer derrière. Et tu vois, moi, c'est ça que j'adore avec Shapeart et avec les quelques marques que j'accompagne de temps en temps. Ça me permet de remettre les mains dedans, de voir d'autres problématiques, de vraiment creuser. C'est vraiment du test and learn, quoi. Ça, c'est le seul conseil que j'ai la prétention de donner, c'est celui-là. Tu as des ressources pour des personnes qui nous écoutent, que tu consommes, que tu conseilles, que ce soit du podcast, livre, newsletter ou... Podcast, beaucoup. Est-ce que j'aurais des trucs originaux qui n'ont jamais été dit? Peut-être des trucs niche aux US, je sais pas. Ouais, pas mal de podcasts US. Diary of CEO, qui est un classique. Un que j'aime beaucoup, c'est Modern Wisdom. Ok, je crois que c'est Chris Williamson. C'est un peu dev perso, mais des fois un peu des entrepreneurs, franchement, c'est... Je note. Ouais, c'est franchement sympa et bien produit. C'était sur YouTube. Ok. Eux, je les écoute régulièrement. Après, j'écoute... dans les conseils, j'écoute pas mal de podcasts aussi sur tout ce qui est économie, finance. C'est un sujet que j'ai toujours beaucoup apprécié. Et dans le sujet de structurer sa boîte et de bien faire les choses sur les bons statuts, les bonnes, ça peut être intéressant quand la boîte grossit de bien structurer, de faire les bons choix. Non, après t'as des formations, des trucs typiquement si quelqu'un veut se dire ok, demain Amazon j'ai envie de prendre le top de ce qui se fait en termes de contenu, t'as des gars à suivre ou des... Ouais, alors franchement LinkedIn. Sur LinkedIn et Twitter, tous les mecs aux US y sont. Alors moi, je fais partie d'un groupe où on est 700 vendeurs Amazon qui font au moins 1 million de chiffre d'affaires. Et tu vois, ça, c'est un groupe... je paye X milliers de dollars à l'année et il y a des calls, il y a des formations. Trop bien. Et tu vois, ça fait partie des choses que je fais. Le groupe qu'on avait en France, c'est pareil. Donc, faut pas hésiter. C'est la différence avec les US, entre Europe et US. US, tout est payant, tout est cher. Mais franchement, moi, je regrette pas. Ouais. Je regrette pas. Donc, sur LinkedIn, tu tapes Amazon. Les mecs qui écrivent, il y en a 15-20 qui écrivent tous les jours.
Franchement, tu as une bonne base. Tu peux aller très vite. Tu peux aller très vite sur le Je te contenu. rejoins. À chaque fois qu'on a fait un step-up, nous, sur la partie ads, c'est toujours en allant chercher, déjà en veille, au côté US, mais même en prenant des formations, des coachings. Ouais. Certaines personnes de l'équipe font des coachings one-to-one avec des gars qui sont des pointes, des pointures, tu vois, dans leur domaine aux US. Et à chaque fois, tu apprends et tu dis, ils sont bons quand même. Tu vois. Sur Amazon, tout n'est pas à apprendre, mais... Non, tout n'est pas à apprendre, mais sur Amazon, c'est encore décuplé parce que toutes les fonctionnalités sortent sur Amazon US entre 1 et 3 ans avant l'Europe. C'est pas genre 6 mois, et c'est une tendance. Non, il y a des outils qui existent depuis 2 ans aux US qui sont toujours pas présents en France. Donc sur Amazon, c'est vraiment particulièrement vrai. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mickaël ? On peut me retrouver sur LinkedIn principalement. LinkedIn et newsletter. LinkedIn, donc c'est Mickaël Weiss. Comment tu l'écris ? W-E-I-S-Z. Ok, et la newsletter ? Ou Mickaël Shapart, ça marche. Ou Mickaël Amazon, ça va sortir. Ça va. Et la newsletter, c'est Amazon avec un E. Pas mal, le jeu de mots. Ouais. Ask Me Anything Zone, Amazon. Voilà, c'est... petite dédicace à Laurent du panier avec qui on a trouvé ce nom-là. Génial. Et donc l'idée sur LinkedIn je réponds quasiment à tout le monde, enfin normalement à tout le monde, si je passe pas à travers, pas hésiter. Trop cool. Eh bien écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, c'était cool. Vraiment cool. On a parlé plein de trucs et on a abordé surtout tous les sujets que je voulais qu'on aborde, donc c'est bien. parfait. On n'a plus qu'à te souhaiter bon courage pour la suite, de belles années prospères pour Shapart, et puis on se dit à très vite. Ouais, à très vite. Salut Mickaël. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.